Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon père, Monsieur Carmel Capone. Ensemble, nous parlerons de ses origines normandes, de l'immigration de ses ancêtres vers l'Italie et de sa naissance en Tunisie. Nous aborderons également son statut de pupille de la nation et de son arrivée à Marseille en 1962. Bonjour papa et merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience de vie avec nous. Bonjour ma fille, bonjour Cathy. On va causer, hein? Ah oui. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler de ta vie, on va parler de tes ancêtres, en fait nos ancêtres. On va parler de plein de choses, de ton nom de famille, on va parler de plein de choses. Je suis très contente. Bon, on va passer la nuit alors. Peut-être pas, mais on va voir. Bon, on va d'abord commencer par nos origines. Voilà, je m'appelle Capone, mon prénom c'est Carmel sur le certificat de naissance, Carmelo pour la famille et Mélo pour les amis. J'ai trois prénoms. Et papa pour Jean-Mi et moi. Voilà, je suis le père de 2 enfants et qui sont très loin. Bon, on n'est pas si loin que ça, on se parle tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? On va déjà commencer par notre descendance. Qui étaient nos ancêtres et où ils habitaient, s'il te plaît? Au départ, c'est l'oncle Joseph qui était le frère à mon père, qui avait fait lui des recherches. Il disait qu'on descendait des Normands. Et je me suis appuyé là-dessus. J'ai acheté un livre qui parlait de la généalogie et de la généalogie des Capone. Et ils ont trouvé un blason Capone qu'ils ont joint au livre. Sur ce blason Capone, on retrouve un léopard. Et ce léopard, c'était l'emblème des Normands. Donc, à partir de notre physionomie, la mienne, celui de l'oncle, du grand-père et de l'arrière-grand-père, on viendrait sans doute des Vikings qui se sont installés dans le nord de la France, qui ont fait un accord avec le roi de France au XIe siècle pour ne pas que les Normands envahissent la France. Ils ont fait un accord. Mais ils ont envahi l'Angleterre, ils ont pris le règne anglais. Bref, là-dessus, les Normands ont ensuite voyagé jusqu'en Italie. Bien sûr, Richard Cœur de Lion a fait la 3e croisade, donc il a été en Italie. Et au retour de la croisade, il a installé des groupes de Normands en Sicile, au sud de l'Italie qu'on appelle la province de Pouille et autour de Naples. Donc la famille Capone des Normands se sont installés dans la province de Naples. Ils se sont installés dans un village qui s'appelle Resina. D'accord. Et ils ont vécu en communauté dans ce village qui s'appelait Herculanum avant que le volcan envahisse Pompéi. Donc, Résina, ça veut dire résine. Donc, la résine du volcan qui a recouvert Pompéi et qui a recouvert aussi Herculanum. Donc, ça, c'est à côté de Naples. C'est à côté de Naples. Ils se sont installés là pendant des siècles. Donc, le blason qui représentait un léopard tacheté à l'époque, avec des taches rousses, il faut voir que nos ancêtres étaient roux. Mais je te coupe là. Le nom Capone, c'est un nom à connotation très italienne. Donc, alors, comme notre ancêtre devait être un responsable, un chef de guerre, un capitaine, un gradé, les habitants de Resina l'ont appelé Capone, donc qui veut dire le chef. Capone en italien, ça veut dire le chef. Et on a gardé ce surnom qui est devenu le nom et depuis on s'appelle Capone. Bon, alors attends. Par contre, là, on va. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations sur le nom de famille de Capone. Mais toi, tu es né en 1944.
non pas en Italie, mais en Tunisie, dans une toute petite ville portuaire appelée La Goulette. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment est-ce que ta famille a fini là-bas, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que toi, tu sois né à La Goulette? Alors, toujours dans la continuité un petit peu des Normands, notre arrière-arrière-grand-père a été nommé Francesco Antonio. Donc, Francesco Antonio, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Antoine français de France. C'est Voilà. vachement intéressant, ça. Francesco Antonio, c'est Francesco Antonio, ça veut dire ces deux prénoms assemblés, François et Antonio. Tandis que si on assemble le tout, Francesco Antonio, ça veut dire Antoine de France. Et ça s'est passé quand Napoléon Ier est arrivé en Italie. Par la suite, le fils, on lui a donné le prénom de Napoléon III. Donc, Luigi, bon, par la suite, tous les aînés des Capone devaient s'appeler Louis, en l'honneur de Napoléon III qui est arrivé à Naples. Et notre fameux arrière-grand-père s'est engagé dans les troupes de Napoléon III pour aller occuper l'Algérie. Ils étaient pauvres, donc ils ont profité pour s'engager dans les troupes de Napoléon III pour aller en Algérie, pour occuper l'Algérie. Bon, Napoléon III est arrivé en Italie, donc il a demandé aux Italiens, si vous voulez s'engager dans ces troupes, pour aller occuper l'Algérie. D'ailleurs, j'ai une photo de mon arrière-grand-père, de ton arrière-arrière-grand-père, mon hussard de Napoléon III, français de Napoléon III. Donc, quand il s'est engagé, dès la signature dans l'engagement, il devenait français. Les Français ont débarqué en Algérie, ils ont fait de l'Algérie une colonie, mais les Français ne voulaient pas aller en Algérie. Ils vivaient très bien en France, ils avaient ce qu'il fallait, ils ne voulaient pas s'expatrier. Donc Napoléon III a incité les Italiens et ensuite tous les gens qui entouraient la Méditerranée, donc les Italiens, les Maltais, les Grecs, les Espagnols, à aller en Algérie. C'est comme ça que notre arrière-grand-père s'est installé en Algérie. Donc il a eu des enfants et avec l'aîné qui était mon grand-père, ton arrière-grand-père, ils allaient aller chercher du sel en Tunisie pour une usine qu'un Corse avait montée, une usine d'anchois. Il y avait beaucoup d'anchois. Dans cette usine, ils traitaient les anchois, ils les salaient, ils les mettaient dans les tonneaux pour les vendre sur le territoire français. Et en allant en Tunisie, mon grand-père a vu la grand-mère et il a dit à son père, tu vas la demander pour moi, je veux me marier avec cette fille. Donc, il a fait la promesse de s'installer en Tunisie, dans un village de pêcheurs qui s'appelait La Goulette. Donc, il s'est installé là, il s'est marié. Et ce village a été fait par des Italiens. Parce qu'un siècle avant, les Italiens s'étaient installés dans le nord de la Tunisie. Ils avaient fait un contrat avec le bey, qui était un peu le roi de Tunisie. Mais comme les Français sont arrivés et ils ont donné au bey beaucoup plus que ce que voulaient donner les Italiens, donc le bey a fait un contrat avec les Français. Donc la Tunisie est devenue un protectorat et non pas une colonie comme l'Algérie. Le grand-père était le premier Français à s'installer à La Goulette. Donc notre grand-père s'est installé à La Goulette. Ensuite, il a eu des enfants qui ont eu des enfants. Et parmi ces petits-enfants, je fais partie du dernier des petits-enfants, parce que mon père était le plus jeune. Voilà, on en arrive là.
Donc, ta maman t'a eu très très jeune. Elle t'a eu à l'âge de 16 ans, je crois. Hein? Voilà. Tu n'avais que 6 mois quand ton papa, donc mon grand-père, que je n'ai pas connu, que tu n'as pas connu non plus, a été porté disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, s'il te plaît? Pour raconter une petite histoire, c'est que ma mère faisait partie du groupe d'Italiens qui avaient débarqué en Tunisie, d'une petite île qui était entre l'Italie et la Tunisie qui s'appelait Pantelleria. La grand-mère Capone aussi venait d'une petite île qui était à côté Palerme. Donc le père de ma mère s'est marié avec une Italienne et ils étaient voisins avec la famille Capone. Ils s'appelaient comment, leur nom de famille? C'est Salerno. Salerno, ok. C'est une ville italienne qui est très connue. D'accord. Donc la grand-mère a fait une grosse dépression nerveuse. Elle ne pouvait plus s'occuper des enfants. Donc c'était mémé Fifi. Donc ils ont été obligés de la renvoyer dans sa famille en Italie, à Pantelleria. Voilà. Le grand-père, lui, il a divorcé et il s'est remarié. Donc il ne savait pas comment gérer tout ça. La grand-mère Capone lui a dit, la grande, on la garde avec nous. C'est pour ça qu'elle était dans la famille Capone. Donc, mais dans la famille Capone, il y avait un jeune aussi, et le couple s'est vite créé. Le plus jeune des Capone s'est marié avec cette jeune fille qui était dans la famille. Il avait des jolis yeux bleus, Mémé Capone. Voilà, donc ils se sont vite mariés. Je suis né, et là, à ce moment-là, il y a la guerre. Les Allemands ont envahi la France. Quand ils ont occupé la France, l'armée française n'a plus existé. Mais en 1943, les Américains ont débarqué en Algérie et ils ont fait en sorte d'établir un gouvernement provisoire français. Dans ce gouvernement provisoire français, il y avait De Gaulle. Mais Churchill a conseillé à De Gaulle d'aller en Angleterre plutôt que de faire partie de ce gouvernement français. Du moment qu'il y avait un gouvernement français et même provisoire, tous les Français, les jeunes Français, devaient faire la guerre. Donc, mon père n'avait pas encore l'âge en 1943 de partir, mais son frère, Robert, qui s'appelait Robert, qui avait 2 ans de plus que lui, il est parti au front. Donc, mon père, 1 an après, quand il a eu l'âge de partir, il est parti aussi. Donc, à son frère et à lui, on leur a mis un uniforme américain avec un équipement américain pour aller se battre. Donc, l'oncle Robert, lui, il a fait le débarquement de Sicile, de Rome, de Naples, de Saint-Tropez en France. Il est rentré en Allemagne, il a délivré Strasbourg et ensuite, il est parti avec le général Leclerc pour aider les maquisards à Paris pour délivrer Paris. Okay. Bon. Mon père, hélas, il a été pris dans un guet-apens allemand. En 1944, novembre 1944, les Allemands ont mené une grande contre-offensive et c'est là qu'il a été porté disparu. 3 ans après, il a été porté mort pour que la famille puisse recevoir une pension. Bien sûr. Donc, en parlant de porté disparu, j'aimerais bien revenir là-dessus parce que ça, je sais que c'est le grand mystère familial. Qu'est-ce qu'on sait de cette disparition en fait? Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Avec qui? Bien sûr. Ma grand-mère avec ma mère ont fait des recherches. À un moment donné, on a trouvé un ami de mon père qui était à la guerre avec mon père et qui a participé justement à cette attaque. D'accord. Et il nous a raconté que quand ils ont attaqué les Allemands, les officiers sont morts. Donc les deuxièmes classes, les combattants, les militaires, les soldats, étaient complètement perdus. Donc chacun est parti de son côté. Il nous a dit, votre père
est monté sur un âne et il est parti sur un âne. Et depuis, on ne l'a plus vu. J'ai trouvé ça bizarre. Un âne dans les Vosges, en Alsace, En pleine guerre. en plein hiver, et c'est l'année où il a fait très, très froid. Alors, j'ai eu une réponse à cette énigme il n'y a pas longtemps, quand j'ai été avec tes enfants, Mathieu et Jessie, dans les Vosges, et on a appris par les habitants que les Marocains, les militaires marocains qui étaient avec les Français, bien sûr, et avec les Américains, attaquaient sur des ânes la nuit. Parce que les ânes, quand ils se déplacent, ne font aucun bruit. Ils évitent les pierres, ils évitent tout ce qui peut faire du bruit. Donc voilà la raison pour laquelle mon père est parti sur un âne. Il a trouvé un âne, il s'est enfoui sur l'âne, mais de quel côté il a été, dans quelles circonstances, on ne sait rien. On n'a même pas retrouvé la médaille qu'ils ont autour du tout-cou avec un numéro de matricule. Et tonton Robert, je pensais qu'il était aussi en bataille avec lui. Je pensais qu'il en savait un petit peu plus. Il n'était pas là ce jour-là? Ils étaient pas ensemble? Il était dans la même région, il n'était pas dans la même compagnie, mais ils se sont croisés. À un moment, ils se sont croisés. Et tonton Robert, qui lui revenait du front, il lui a dit, fais très très attention, hein, fais très attention parce qu'aujourd'hui, ils sont très méchants, les Allemands. Ils font aucun prisonnier, ils veulent tuer tout le monde. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. D'accord, donc on n'en sait pas plus. Bon, on continue. Donc toi, tu as grandi en Tunisie. Tu étais donc pupille de la nation française. Et en 1962, vous êtes parti de Tunisie et vous avez rejoint la France. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, déjà, premièrement, vous êtes parti de Tunisie et pourquoi vous avez choisi Marseille? En Tunisie, bien sûr, on vivait, on avait le soleil. Ouais. Bon, la température minimum. Hein. On va pas aller à Paris. On me dit tout pied noir, on avait le soleil. Voilà, il nous appartenait. On va pas aller se retrouver. On est peut-être des Normands d'origine, mais bon. S'il fallait partir, il fallait pas trop s'éloigner du soleil. D'accord, donc ça c'est bien fait. Voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé à Marseille et qu'on s'est installé à Marseille. Bon, pourquoi vous êtes parti de Tunisie? Alors, j'ai eu mon enfance en Tunisie avec mes cousins, mes cousines, c'est-à-dire les enfants des frères et des sœurs de mon père. Donc, c'était un village de pêcheurs. Donc, on était tous destinés à être pêcheurs ou attachés à la pêche. Et il y avait des grandes barques, si on veut, on appelait ça les balancelles parce que la coquille était ronde et elle balançait, donc avec un grand mât qui allait tirer les filets au large de la goulette. Donc, ce premier enfant a travaillé sur ces fameuses balancelles. Et un jour, en tirant les filets du haut du mât, il est tombé, il s'est cassé une jambe, on lui a coupé la jambe, et qu'allait faire ce petit? Les parents, avec les économies qu'ils avaient, l'ont envoyé en France et à Paris faire des études de tailleur. Il est revenu en tailleur. Il exerçait le métier de tailleur. Il n'est pas revenu en tailleur. En tailleur, en tant que tailleur. Avec un très beau costume. Et il s'est installé, bien sûr, en tant que tailleur. D'accord. Voilà. Et bien sûr, tous les bourgeois de la Goulette et même de Tunis venaient chez le grand tailleur qui avait fait ses études à Paris. Et il était très, très connu. Mon père étant parti, son frère Robert est revenu en Tunisie. À la fin de la guerre, il est revenu au foyer. Donc, la grand-mère, elle a commencé à être malade. Elle avait reçu un choc parce qu'elle avait perdu son fils. Et c'est ma mère qui s'occupait du foyer. Ouais. Donc, elle devait s'occuper de la grand-mère qui était malade, d'un enfant de même pas un an, de quelques mois, du fameux tailleur qui était revenu en Tunisie mais qui habitait le foyer, et qui avait et de Robert qui revenait. Donc le ménage,
la cuisine, les courses, le lavage, le repassage. Ça a été une période très, très dure. Mais on vivait bien. On vivait dans un village où il y avait des Maltais, des Italiens du Nord, des Italiens du Sud, des Français, des Espagnols. Il y avait un peu tout de toutes les communautés. On vivait très bien ensemble. Tout le monde allait à la même école. Il y avait une école de filles et une école de garçons. Tout le monde se respectait. Tout le monde respectait la religion de l'autre. Et tout le monde participait aux fêtes des autres religions. Donc, c'était une vie qui n'a jamais existé ailleurs. Donc, dire que l'emblème de ce village était ce qu'on appelait la Madone. Et une fois par an, tous les gens de toutes les religions la portaient ensemble, ce qu'on appelait la procession, pour lui faire le tour de la goulette. Mais après la guerre, ça a commencé à bouger. Tous les territoires occupés par les grands pays, par l'Angleterre, par la France, par la Belgique, par l'Espagne, ont voulu leur indépendance. Et c'est comme ça qu'en 1956, la France a donné l'indépendance à la Tunisie. D'accord. Comme c'était très facile puisque c'était un protectorat, du moment que le B demandait aux Français de se retirer, de reprendre son territoire, les Français ont été obligés de s'exécuter. Donc là, tu me dis, c'était en quelle année? On était en 1956. D'accord. Mais là, en 1956, il y a eu l'indépendance. Donc, Robert, qui travaillait à Air France, à El Aouina, qui était l'aéroport de Tunis. Il travaillait en tant que magasinier. Et quand il y a eu l'indépendance, bien sûr, tous les Tunisiens devaient prendre la place des Français. Et il a été muté à Paris. Et il nous a dit, restez là, puisque c'est tranquille, c'est un village tranquille. Moi, je suis muté à Paris. Dès que j'arrive à Paris, je demande ma mutation sur Marseille. Et dès que je serai à Marseille, vous viendrez. Et là, il y a eu le problème de Bizerte. Les Français avaient gardé la base de Bizerte, qui était une base militaire et navale en Tunisie, sur la Méditerranée, une très grande base militaire. Et le B avait fait la promesse de laisser aux Français cette base pendant quelques années. Mais le B a été destitué, la République s'est installée et le président de la République tunisienne a demandé à avoir la base, qu'il n'y ait plus d'appartenance étrangère en Tunisie. Et là, tous les Français ont dû quitter la Tunisie. Donc ça, c'était en quelle année? C'était en 61-62. Okay. Donc, on est arrivé à Marseille. On nous a installés dans des centres d'accueil avant de nous envoyer un peu partout en France. Alors, on a une famille qui est partie à Grenoble, une autre famille qui est partie à Cherbourg, une autre famille qui est partie à La Rochelle. Donc, la famille s'est éparpillée. Donc, étant donné que moi, j'étais pupille de la nation, ma mère, veuve de guerre, la grand-mère, elle était devenue invalide, elle ne pouvait plus marcher. Donc, on nous a accordé le droit de rester sur Marseille. Et c'est comme ça qu'on s'est installé à Marseille. Par contre, j'ai une question. J'aimerais bien savoir, à l'époque, quand ces Français de France, les Français qui n'étaient pas du tout pieds noirs, ont vu débarquer des centaines de milliers de pieds noirs. D'accord, vous étiez Français, mais vous n'étiez pas Français comme les autres, en fait. Est-ce que tu as ressenti une sorte de différence ou de racisme? Comment ça a été pour toi, en fait, pour t'habituer à un pays qui n'était pas le tien? Parce que ça doit être vraiment étrange. On te dit que c'est ton pays, mais en fait, tu n'y es jamais allé de ta vie et que, bon, du jour au lendemain, ben voilà, ça y est, c'est ta terre natale, quoi.
c'est différent pour moi. Mais disons que ce qui s'est passé, c'est à cette époque, il y a eu l'indépendance de l'Algérie en même temps. Donc, les derniers Français installés en Tunisie, arrivés en 62 en France, à Marseille, en même temps que les Français d'Algérie. Oui, qui avaient perdu la guerre en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment différent. On peut pas dire, non, on ne peut pas parler de guerre. Disons qu'il y a eu des événements où la population algérienne voulait leur indépendance. Les Français, qu'on a appelés pieds noirs, ne voulaient pas quitter l'Algérie, prétendaient que l'Algérie était un département français. Il y a eu une sorte de haine qui s'est montée entre la population, entre les Algériens, la population et la population française. On ne peut pas dire française, parce que tous ces gens-là étaient d'anciens Italiens, Espagnols, quelques Français bien sûr, mais les Français de France étaient peu nombreux. Et déjà, dès le début des événements, pratiquement, ils avaient quitté l'Algérie. Et pour mettre de l'ordre pendant ces événements, la France a envoyé des troupes françaises, c'est-à-dire des jeunes qui faisaient le service militaire ont été envoyés en Algérie. Et les Français, en France, les gens ne comprenaient pas que leurs enfants allaient se battre en Algérie alors que l'Algérie était perdue pour la France, que la Tunisie, le Maroc avaient leur indépendance et que l'Algérie allait bientôt avoir leur indépendance. Donc, quand il y a eu l'indépendance et que ces gens-là sont rentrés en France, ils ont été mal accueillis parce que leurs enfants sont morts à cause d'eux en Algérie. Mais en contrepartie, ils n'ont pas retenu que les enfants des pieds noirs se sont battus en France pour libérer aussi la France pendant la guerre. Et toi, 60 ans après, donc tu es arrivé à Marseille, tu avais quoi? Tu avais 17 ans à peu près? J'avais 18 ans. 18 ans, tu es arrivé. J'avais 18 ans en arrivant à Marseille. Tu as fait des études, tu t'es marié avec... J'étais complètement déboussolé. Oui, j'imagine. Moi qui étais un très bon étudiant, je suis arrivé ici et j'ai fait une chute catastrophique. J'étais complètement déboussolé. Il n'y avait plus rien de pareil. On ne vivait plus en communauté, on avait l'impression que tout le monde se méfiait de tout le monde. Ça a été la plus grosse catastrophe. Il fallait y faire. Bon, entre-temps, j'ai connu maman. J'ai eu du mal à être accepté par sa famille. Et quand ils m'ont connu vraiment, ils ont vu mon caractère, etc. Donc, tout s'est inversé. Oui, bien sûr. J'étais même devenu l'enfant de la famille. Et c'est un peu difficile de t'appeler immigré. Tu n'es pas immigré parce que, bon, bien que tu aies changé de terre, tu es resté français. Tu es né français, tu es resté français. Est-ce que tu te sens marseillais? Est-ce que tu te sens français? Est-ce que la Tunisie te manque? Comment ça se passe en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que pupille de la nation, j'allais en colonie. Et pour les colonies, je venais en France. D'accord. Donc tu étais familière. Ok. Donc, j'étais en colonie à la proximité de Grenoble, où Marseille, c'était une ville merveilleuse aussi. Oui. Donc, en Tunisie, on était pauvres. Les ménagères, elles devaient finir la fin de mois. C'était tout juste. Elles ne mettaient jamais un franc de côté. On mangeait rarement de la viande. On mangeait beaucoup de poissons. Bon, dans la famille, il y avait des pêcheurs qui avaient du poisson et on mangeait beaucoup de poissons. Le dimanche, c'était le régal parce qu'il y avait un poulet. Et le samedi, un peu de viande, comme les deux doigts de la main, avec des pâtes, beaucoup de sauce. En Tunisie, il y avait beaucoup de pâtes, beaucoup de tomates, donc beaucoup de sauce tomate, beaucoup de pâtes. Les Italiens en Tunisie, ils ont créé et inventé le couscous au poisson. Donc, on mangeait beaucoup de couscous au poisson. À la viande, c'était assez rare.
Moi, quand j'ai débarqué en France, je ne savais pas qu'un Français qui était installé en Afrique du Nord était un pied noir. Je l'ignorais complètement. Je ne connaissais pas ce nom. En parlant de ça, ça vient d'où ce nom? Qui l'a inventé? Ça veut dire quoi, pied noir? Pied noir, c'est quand les Français ont débarqué en Algérie pour conquérir l'Algérie, pour en faire une colonie. Il y avait beaucoup, surtout les cavaliers, mais autres que les cavaliers, ils avaient des guêtres qui montaient jusqu'aux genoux. Chaussures et guêtres, avant, c'était tout en noir. Donc, les militaires n'avaient pas de chaussures marron ou blanc, etc. Donc, on disait les pieds noirs arrivent. Les troupes françaises, c'était les pieds noirs qui arrivaient pour conquérir l'Algérie. Et on a surnommé pieds noirs tous les Français d'Algérie. D'accord. Voilà. Même les Français qui étaient au Maroc et qui étaient en Tunisie, on les appelle aussi les pieds noirs. On appelle pieds noirs tous les Français d'Afrique du Nord. Eh ben dis-moi, on a tout couvert. Ben écoute, c'est super ça. J'ai presque envie de séparer les podcasts. En fait, on peut toujours en faire un deuxième et de parler en fait de notre connexion avec Al Capone. Ça serait vraiment sympa de parler de ça, de ce qu'on a fait quand on est allé à Chicago, qu'on a rencontré la famille. Donc ça, je pense que c'est peut-être bien d'en parler dans un deuxième podcast et de ne parler que de ça. Mais ça serait vraiment sympa de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Comme introduction, donc il y a 2 ans, avec le cousin et maman, on a été à Herculanum, donc Résina, pour faire des recherches. Donc on a été à la mairie et à l'église. Ouais. À la mairie, on nous a donné un certificat de naissance de notre arrière-grand-père. Donc il y avait un autre Capone qui est né dans le même village, qui s'est marié dans le même village et qui s'appelait Alfonso. D'après lui, il nous a dit que ça devait être le grand-père d'Al Capone. Voilà. Bon, mais ça, j'aimerais bien en parler dans un autre podcast parce qu'on peut aussi parler des recherches qu'on a faites quand on est allé à Chicago. Donc, ça serait bien qu'on en parle dans un autre podcast. Voilà. Vraiment, on se concentre là-dessus parce que ça serait vraiment sympa. Mais écoute, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Je te fais un gros bisou et puis merci beaucoup. Gros bisous. Gros bisous et puis bisous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci papa. Si, tout comme Carmel Capone, vous êtes intéressé à participer à un de nos enregistrements, si vous désirez partager vos aventures, si vous avez une passion ou si vous souhaitez honorer une personne qui vous est chère, n'hésitez surtout pas à me contacter à bbunclody@gmail.com. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode en français. Au revoir.